Lecture de Tristan et Iseult, chapitre 3. La quête de la belle aux cheveux d'or. À la cour du roi Marc, 4 barons jaloux répandent le bruit que la fidélité de Tristan est intéressée, car leur souverain veut lui céder son royaume en héritage. Blessé, Tristan menace son oncle de quitter la cour pour démentir les rumeurs. Marc, pour se jouer de ces barons, déclare qu'il prendra comme femme celle à qui appartient un cheveu d'or qu'ont déposé, près de la fenêtre, 2 hirondelles qui bâtissaient leur nid. Tristan se souvient de la blondeur de la fille du roi d'Irlande et se propose d'aller la chercher pour son oncle. Il équipa une belle nef, qu'il garnit de froment, de vin, de miel et de toutes bonnes denrées. Il y fit monter, outre Gorvenal, 100 jeunes chevaliers de haut parage, choisis parmi les plus hardis, et les affubla de cottes de bure et de chapeaux de camelin grossiers, en sorte qu'ils ressemblaient à des marchands. Mais, sous le pont de la nef, ils cachaient les riches habits de drap d'or, de sandales et d'écarlate, qui conviennent aux messagers d'un roi puissant. Quand la nef eut pris le large, le pilote demanda: « Beau seigneur, vers quelle terre naviguer ? » « Ami, cingle vers l'Irlande, droit au port de Weisefort. » Le pilote frémit. Tristan ne savait-il pas que, depuis le meurtre du Morold, le roi d'Irlande pourchassait les nefs cornouaillaises ? Les mariniers saisis, il les pendait à des fourches. Le pilote obéit pourtant et gagna la terre périlleuse. D'abord, Tristan sut persuader aux hommes de Weisefort que ses compagnons étaient des marchands d'Angleterre, venus pour trafiquer en paix. Mais, comme ces marchands d'étrange sorte consumaient le jour au noble jeu des tables et des échacs, et paraissaient mieux s'entendre à manier les dés qu'à mesurer le froment, Tristan redoutait d'être découvert, et ne savait comment entreprendre sa quête. Or, un matin, au point du jour, il ouït une voix si épouvantable qu'on eût dit le cri d'un démon. Jamais il n'avait entendu bête glapir en telle guise, si horrible et si merveilleuse. Il appela une femme qui passait sur le port. « Dites-moi, fait-il, dame, d'où vient cette voix que j'ai ouïe ? Ne me le cachez pas. »« Certes, sire, je vous le dirai sans mensonge, elle vient d'une bête fière et la plus hideuse qui soit au monde. Chaque jour, elle descend de sa caverne et s'arrête à l'une des portes de la ville. Nul n'en peut sortir, nul n'y peut entrer, qu'on ait livré au dragon une jeune fille, et dès qu'il la tient entre ses griffes, il la dévore, en moins de temps qu'il n'en faut pour dire une patenôtre. »« Dame, dit Tristan, ne vous raillez pas de moi, mais dites-moi s'il serait possible à un homme né de mer de l'oxyre en bataille. »« Certes, beau doux sire, je ne sais. Ce qui est assuré, c'est que 20 chevaliers éprouvés ont déjà tenté l'aventure, car le roi d'Irlande a proclamé par voie de héros qu'il donnerait sa fille, Iseult la blonde, à qui tuerait le monstre. Mais le monstre les a tous dévorés. Tristan quitte la femme et retourne vers la nef. Il s'arme en secret, et il eût fait beau voir sortir de la nef de ces marchands si riches destriers de guerre et si fiers chevaliers. Mais le port était désert, car l'aube venait à peine de poindre, et nul ne vit le preux chevaucher jusqu'à la porte que la femme lui avait montrée. Soudain, sur la route, 5 hommes dévalèrent qui éperonnaient leurs chevaux, les freins abandonnés, et fuyaient vers la ville. Tristan saisit au passage l'un d'entre eux par ses rouges cheveux tressés, si fortement qu'il le renversa sur la croupe de son cheval et le maintint arrêté. « Dieu vous sauve, beau sire, dit Tristan, par quelle route vient le dragon ?» Et quand le fuyard lui eut montré la route, Tristan le relâcha. Le monstre approchait. Il avait la tête d'une guivre, les yeux rouges et tels que des charbons embrasés, 2 cornes au front, les oreilles longues et velues, des griffes de lion, une queue de serpent, le corps écailleux d'un griffon. Tristan lança contre lui son destrier d'une telle force que tout hérissé de peur, il bondit pourtant contre le monstre. La lance de Tristan heurta les écailles et vola en éclats. Aussitôt, le preux tire son épée, la lève et l'assène sur la tête du dragon, mais sans même en entamer le cuir.
Le monstre a senti l'atteinte, pourtant. Il lance ses griffes contre l'écu, les y enfonce et en fait voler les attaches. La poitrine découverte, Tristan le requiert encore de l'épée et le frappe sur les flancs d'un coup si violent que l'air en retentit. Vainement, il ne peut le blesser. Alors, le dragon vomit par les naseaux un double jet de flammes venimeuses. Le haubert de Tristan noircit comme un charbon éteint. Son cheval s'abat et meurt. Mais, aussitôt relevé, Tristan enfonce sa bonne épée dans la gueule du monstre. Elle y pénètre toute et lui fend le cœur en deux parts. Le dragon pousse une dernière fois son cri horrible et meurt. Tristan lui coupa la langue et la mit dans sa chausse. Puis, tout étourdi par la fumée âcre, il marcha, pour y boire, vers une eau stagnante qu'il voyait briller à quelque distance. Mais le venin instillé par la langue du dragon s'échauffa contre son corps, et, dans les hautes herbes qui bordaient le marécage, le héros tomba, inanimé. Or, sachez que le fuyard aux cheveux rouges tressés était Aguinguerrand le Roux, le sénéchal du roi d'Irlande, et qu'il convoitait Ise la Blonde. Il était couard, mais telle est la puissance de l'amour que chaque matin il s'embusquait, armé, pour assaillir le monstre. Pourtant, du plus loin qu'il entendait son cri, le preux fuyait. Ce jour-là, suivi de ses 4 compagnons, il osa rebrousser chemin. Il trouva le dragon abattu, le cheval mort, l'écu brisé, et pensa que le vainqueur achevait de mourir en quelques lieues. Alors, il trancha la tête du monstre, la porta au roi, et réclama le beau salaire promis. Le roi ne crut guère à sa prouesse, mais, voulant lui faire droit, il fit se mondre ses vassaux de venir à sa cour à 3 jours de là. Devant le barnage assemblé, le sénéchal Aguinguerrand fournirait la preuve de sa victoire. Quand Ise la Blonde apprit qu'elle serait livrée à ce couard, elle fit d'abord une longue risée, puis elle se lamenta. Mais le lendemain, soupçonnant l'imposture, elle prit avec elle son valet, le blond, le fidèle Périnnis, et Brangien, sa jeune servante et sa compagne, et tous 3 chevauchèrent en secret vers le repaire du monstre. Tant qu'Iseux remarqua sur la route des empreintes de forme singulière. Sans doute le cheval qui avait passé là n'avait pas été ferré en ce pays. Puis elle trouva le monstre sans tête et le cheval mort. Il n'était pas harnaché selon la coutume d'Irlande. Certes, un étranger avait tué le dragon, mais vivait-il encore? Iseux, Périnnis et Brangien le cherchèrent longtemps. Enfin, parmi les herbes du marécage, Brangien vit briller le heaume du preux. Il respirait encore. Périnnis le prit sur son cheval et le porta secrètement dans les chambres des femmes. Là, Iseux conta l'aventure à sa mère et lui confia l'étranger. Comme la reine lui ôtait son armure, la langue envenimée du dragon tomba de sa chausse. Alors, la reine d'Irlande réveilla le blessé par la vertu d'une herbe et lui dit « Étranger, je sais que tu es vraiment le tueur du monstre, mais notre sénéchal, un félon, un couard, lui a tranché la tête et réclame ma fille Ise la Blonde pour sa récompense. Sauras-tu, à 2 jours d'ici, lui prouver son tort par bataille ?» Reine, dit Tristan, le terme est proche, mais sans doute vous pouvez me guérir en 2 journées. J'ai conquis Ise sur le dragon. Peut-être je la conquerrai sur le sénéchal. Alors la reine l'hébergea richement et brassa pour lui des remèdes efficaces. Au jour suivant, Ise la Blonde lui prépara un bain et doucement oignit son corps d'un baume que sa mère avait composé. Elle arrêta ses regards sur le visage du blessé, vit qu'il était beau et se prit à penser « Certes, si sa prouesse vaut sa beauté, mon champion fournira une rude bataille. » Mais Tristan, ranimé par la chaleur de l'eau et la force des aromates, la regardait, et, songeant qu'il avait conquis la reine aux cheveux d'or, se mit à sourire. Ise le remarqua et se dit « Pourquoi cet étranger a-t-il souri? Ai-je rien fait qui ne convienne pas? Ai-je négligé l'un de ces services qu'une jeune fille doit rendre à son hôte? Oui, peut-être a-t-il ri parce que j'ai oublié de parer ses armes ternies par le venin. » Elle vint donc là où l'armure de Tristan était déposée. « Ce heaume est de bon acier, pensa-t-elle, et il ne faudra pas au besoin. Et ce haubert est fort, léger, bien digne d'être porté par un preux. » Elle prit l'épée par la poignée. Certes, c'est là une belle épée, et qui convient à un hardi baron. Elle tire du riche fourreau pour l'essuyer la lame sanglante, mais elle voit qu'elle est largement ébréchée.
Elle remarque la forme de l'entaille. Ne serait-ce point la lame qui s'est brisée dans la tête du Morholt? Elle hésite, regarde encore, veut s'assurer de son doute. Elle court à la chambre où elle gardait le fragment d'acier retiré naguère du crâne du Morholt. Elle joint le fragment à la brèche. À peine voyait-on la trace de la brisure. Alors elle se précipita vers Tristan, et faisant tournoyer sur la tête du blessé la grande épée, elle cria « Tu es Tristan de Launois, le meurtrier du Morholt, mon cher oncle, meurs donc à ton tour !» Tristan fit effort pour arrêter son bras, vainement. Son corps était perclus, mais son esprit restait agile. Il parla donc avec adresse. « Soit, je mourrai, mais pour t'épargner les longs repentirs, écoute. Fille de roi, sache que tu n'as pas seulement le pouvoir, mais le droit de me tuer. Oui, tu as droit sur ma vie, puisque 2 fois tu me l'as conservée et rendue. La première fois, naguère, j'étais le jongleur blessé que tu as sauvé quand tu as chassé de son corps le venin dont les pieux du Morholt l'avaient empoisonné. Ne rougis pas, jeune fille, d'avoir guéri ses blessures. Ne les avais-je pas reçues en loyal combat? Ai-je tué le Morholt en trahison? Ne m'avait-il pas défié? Ne devais-je pas défendre mon corps? Pour la seconde fois, en m'allant chercher au marécage, tu m'as sauvé. Ah, c'est pour toi, jeune fille, que j'ai combattu le dragon. Mais laissons ces choses. Je voulais te prouver seulement que, m'ayant par 2 fois délivré du péril de la mort, tu as droit sur ma vie. Tue-moi donc, si tu penses y gagner louange et gloire. Sans doute, quand tu seras couché entre les bras du preux sénéchal, il te sera doux de songer à ton hôte blessé qui avait risqué sa vie pour te conquérir et t'avait conquise, et que tu auras tué sans défense dans ce bain. » Iseux s'écria « J'entends merveilleuses paroles. Pourquoi le meurtrier du Morholt a-t-il voulu me conquérir? Ah, sans doute comme le Morholt avait jadis tenté de ravir sur sa nef les jeunes filles de Cornouailles, à ton tour, par belle représailles, tu as fait cette ventance d'emporter comme ta serve celle que le Morholt chérissait entre les jeunes filles. » Non, fille de roi, dit Tristan. Mais un jour, 2 hirondelles ont volé jusqu'à Tintagel pour y porter l'un de tes cheveux d'or. J'ai cru qu'elles venaient m'annoncer paix et amour. C'est pourquoi je suis venu te quérir par-delà la mer. C'est pourquoi j'ai affronté le monstre et son venin. Vois ce cheveu cousu parmi les fils d'or de mon bliot. La couleur des fils d'or a passé. L'or du cheveu, lui, ne s'est pas terni. Iseux regarda la grande épée et prit en main le bliot de Tristan. Elle y vit le cheveu d'or et se tut longuement. Puis elle baisa son hôte sur les lèvres en signe de paix et le revêtit de riches habits. Tristan envoie un messager à ses compagnons afin de leur demander de se rendre à la cour du roi d'Irlande. Ceux-ci créent la surprise en entrant car ils sont très richement vêtus. Quand le roi d'Irlande fut assis sous le dais, le sénéchal à Guinguerrand-le-Roux offrit de prouver par témoin et de soutenir par bataille qu'il avait tué le monstre et qu'Iseux devait lui être livré. Alors Iseux s'inclina devant son père et dit « Roi, un homme est là, qui prétend convaincre votre sénéchal de mensonges et de félonie. À cet homme, prêt à prouver qu'il a délivré votre terre du fléau et que votre fille ne doit pas être abandonnée à un couard, promettez-vous de pardonner ses torts anciens, si grands soient-ils, et de lui accorder votre merci et votre paix ?» Le roi y pensa et ne se hâtait pas de répondre, mais ses barons crièrent en foule « Octroyez-le, sire, octroyez-le !» Le roi dit « Et je l'octroie. » Mais Iseux s'agenouilla à ses pieds. « Père, donnez-moi d'abord le baiser de merci et de paix, en signe que vous me le donnerez pareillement à cet homme. En signe que vous le donnerez pareillement à cet homme. » Quand elle eut reçu le baiser, elle alla chercher Tristan et le conduisit par la main dans l'assemblée. À sa vue, les 100 chevaliers se levèrent à la fois, le saluèrent, les bras en croix sur la poitrine, se rangèrent à ses côtés, et les Irlandais virent qu'il était leur seigneur. Mais plusieurs le reconnurent alors, et un grand cri retentit. « C'est Tristan de Launois, c'est le meurtrier du Morholt !» Les épées nues brillèrent, et des voix furieuses répétaient « Qu'il meure !» Mais Iseux s'écria « Roi, baise cet homme sur la bouche, ainsi que tu l'as promis. » Le roi le baisa sur la bouche, et la clameur s'apaisa. Alors Tristan montra la langue du dragon, et offrit la bataille au sénéchal, qui n'osa l'accepter et reconnut son forfait. Puis Tristan parla ainsi. « Seigneur, j'ai tué le Morholt, mais j'ai franchi la mer pour vous offrir belle amandise. Afin de racheter le méfait, j'ai mis mon corps en péril de mort et je vous ai délivré du monstre. Et voici que j'ai conquise la blonde, la belle. L'ayant conquise, je l'emporterai donc sur ma nef,
Mais afin que par les terres d'Irlande et de Cornouailles se répande non plus la haine, mais l'amour, sachez que le roi Marc, mon cher seigneur, l'épousera. Voyez ici 100 chevaliers de haut parage prêts à jurer sur les reliques des saints que le roi Marc vous mande paix et amour, que son désir est d'honorer Iseux comme sa chère femme épousée, et que tous les hommes de Cornouailles la serviront comme leur dame et leur reine. On apporta les corsins à grande joie, et les 100 chevaliers jurèrent qu'il avait dit la vérité. Le roi prit Iseux par la main, et demanda à Tristan s'il la conduirait loyalement à son seigneur. Devant ces 100 chevaliers et devant les barons d'Irlande, Tristan le jura. Iseux la blonde frémissait de honte et d'angoisse. Ainsi, Tristan, l'ayant conquise, la dédaignait. Le beau comte du cheveu d'or n'était que mensonge, et c'est à un autre qu'il la livrait. Mais le roi posa la main droite d'Iseux dans la main droite de Tristan, et Tristan la retint en signe qu'il se saisissait d'elle, au nom du roi de Cornouailles. Ainsi, pour l'amour du roi Marc, par la ruse et par la force, Tristan accomplit la quête de la reine aux cheveux d'or.